Bonsoir, Chérif Diop. Nous sommes heureux de recevoir Monsieur le ministre. Bonsoir, Mame Mbaye Niang. Bonsoir, Mamadou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Première question, on parle beaucoup de la réduction du mandat du président de la République en oubliant une de ses promesses fortes, c'est la création de 500 000 emplois pendant son mandat. Où est-ce que vous en êtes, Monsieur le ministre? D'abord, je pense que c'est ça l'essentiel, discuter des difficultés auxquelles la jeunesse sénégalaise est confrontée. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire avec assurance et certitude que du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le nombre d'emplois créés est de 147 208 emplois. Et ceci prend en compte aussi le nombre d'emplois qu'on a perdus durant ces 2 ans. Et les tendances sont connues et sont on peut les percevoir. Des tendances avec quand même 150 à 200 000 demandeurs d'emploi sur le marché par an. C'est une réalité, c'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais vous m'avez posé la question à savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à l'engagement du président qui consistait à créer 500 000 emplois en 7 ans. Étant donné qu'on raisonne maintenant en termes de 5 ans et de 7 ans, en 5 ans, ça va correspondre à 350 000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis avec certitude que nous avons créé entre le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, 147 208 emplois dans les domaines qui suivent. Le commerce occupe 40%, les bâtiments et travaux publics 15%, l'hôtellerie et la restauration, malgré la crise de ce secteur, fait 7,6% de ce chiffre. L'agriculture, sur lequel les investissements qui sont faits ne sont pas encore comptabilisés, avec la création du statut du travailleur agricole qui s'est fait par décret. Le Premier ministre en a déjà communiqué. Je pense que occupe 7,4%. Des perspectives sont tracées, des réalisations ont commencé à faire jour. Je pense qu'il n'y a pas de quoi. Est-ce que ces emplois ont été créés par l'État uniquement? Ou vous y mettez les emplois créés par le secteur privé? Non. En fait, vous savez, un emploi, quand on le crée, il y a des textes. Pour qu'un contrat puisse être à la TFM, si vous recrutez quelqu'un, le contrat est enregistré au niveau de l'inspection du travail. C'est ça. Pour que ce contrat puisse être validé, même si c'est temporaire. Donc c'est la somme de ces chiffres-là que l'ANSD et les services statistiques des ministères communiquent. Et ceci ne prend pas en compte les emplois informels et l'auto-entrepreneuriat. D'où l'obligation de veiller en tant que gouvernement à ce que des entreprises ne ferment pas. Mais parce absolument. Que le plus gros pourvoyeur d'emplois, c'est quand même le secteur privé, ce n'est pas l'État. Mais Mamadou, nous tous, nous savons que l'État ne crée pas beaucoup d'emplois. La preuve, c'est 127 000 fonctionnaires sur 13 500 000 Sénégalais qui ont droit à des conditions décentes et à des revenus. Le secteur privé, l'entrepreneuriat, l'auto-emploi sont des secteurs dans lesquels l'État est en train de pousser pour que ça démarre. Quelle réponse donnez-vous en tant que ministre à ce jeune qui a assuré la formation, qui en a terminé, qui a plein d'idées et qui dit « bon, je veux entreprendre ». Mamadou, parce que l'auto-emploi aussi, c'est une dimension importante. Mamadou, avant de me prononcer par rapport à ça, j'aimerais attirer l'attention. Et ça, c'est des réalités que les gens vivent et ne disent pas. Avant l'emploi, il faut une qualification, une formation appropriée au marché de l'emploi actuel. L'ensemble de nos étudiants qui ont le bac s'orientent basiquement au niveau de 4 filières qui sont saturées. Communication, marketing, banque, finance. Des ingénieurs agronomes, on en cherche. Des ingénieurs techniques dans certains domaines, on en cherche. Moi, je n'ai jamais vu un contrôleur aérien chômer. Je n'ai jamais vu un ingénieur météo chômer. Et pourtant, ce sont des secteurs qui sont à la portée des jeunes Sénégalais, mais qui ne sont pas explorés. Ceci, nous sommes en train de régler ces problèmes-là par la création d'une base de données qui, tous les 6 mois, va publier des bulletins pour aider les jeunes à s'orienter et à miser sur des perspectives d'avenir. Et ces jeunes qui veulent entreprendre. C'est la raison pour laquelle le président a misé sur la formation en créant 17 lycées techniques, 2 universités spécialisées en agriculture et en sciences et techniques. Ça, c'est pour donner plus de perspectives. Si on compare la demande des entreprises et les jeunes qui sont dans le marché de l'emploi, vous voyez nettement qu'il y a un déphasage entre les formations dont ils disposent et les réalités du marché du travail. Nous sommes en train de créer des conditions pour corriger ça dans le moyen terme et dans le
dans le long terme. Cependant, il y a des solutions structurantes qui sont en train d'être mises en place. Vous avez vu la semaine passée, nous avons inauguré le deuxième domaine agricole d'Itato, après Sédhiou, vers Kédougou. Il faut rappeler que 57% des jeunes qui demandent de l'emploi proviennent du monde rural. Donc nous travaillons à les maintenir sur place et à créer les conditions appropriées pour qu'ils puissent travailler 12 mois sur 12 et avec des revenus décents. À côté des demandeurs d'emploi, il y a des jeunes qui veulent entreprendre. Vous ne répondez pas encore à ma question. Mais je réponds. Oui. Je vous ai dit que récemment, on a inauguré 2 domaines agricoles. Avec le PAPEJ, les 17 milliards de la BAD, 4 milliards ont été mis à la disposition des jeunes et des femmes porteurs de projets structurants. Donc, d'ici le 31 juin, nous finançons 800 projets sélectionnés. Mais il faut d'abord avoir un projet. Et un projet, ça ne se limite pas seulement à aligner ses idées dans la tête. On le met sur papier, on le rend bancable et nous avons même mis des techniciens à la disposition des jeunes pour les aider à la rédaction de ces projets. Et après la mise en place de ce projet, les financements sont disponibles. Vous n'avez jamais vu encore un jeune vous dire que j'ai un projet bancable, vérifié, qui n'a pas été financé. Récemment, l'Agence pour la promotion de l'emploi pour les jeunes a financé 311 jeunes sénégalais. Ce sont des projets qui ont été sélectionnés parmi tant d'autres. On a demandé à certains d'aller corriger leurs projets ou de les adapter à nos procédures. Et je pense que la machine a démarré, elle va tourner à bouchon double. Alors, le drame du chômage, c'est qu'il y a des jeunes qui partent, qui prennent des embarcations de fortune. Ne me servez pas l'explication du genre, ils sont partis il y a 3 ans, avant même notre arrivée au pouvoir. Que dites-vous à ces jeunes désespérés qui prennent des embarcations au péril de leur vie, à la recherche de travail, à la recherche d'un Eldorado perdu en Europe? Vous savez, en tant que technicien, quand on règle un problème, on fait une photographie de la situation. Ça, c'est des difficultés auxquelles on est confronté. Ce n'est pas nouveau. Et on nous a mis à des positions pour régler ces problèmes et on est payé pour régler ces problèmes. Mais je vous dis encore une fois qu'un projet structurant, durable, viable et qui peut régler ces problèmes a besoin d'être étudié, ficelé, financé, réalisé et mis à la disposition des jeunes. Ça fait 6 mois, on en parlait, personne ne croyait que le programme des domaines agricoles allait démarrer, qui aide des milliers de jeunes aujourd'hui à avoir des revenus. Donc, c'est des mécanismes qui ont été peaufinés et qui sont appropriés à la situation. Pour combattre l'immigration clandestine? Mais absolument. Je pense que ce qui est discutable, c'est la rapidité. C'est discutable, on peut en discuter. Mais est-ce que les solutions du président de la République sont appropriées par rapport à notre situation? Je pense que quand même, malgré qu'on ait des experts en tout, mais ce n'est plus discutable. Ça, c'est du visible, c'est du concret. Les jeunes qui sont à Kédougou, les femmes qui sont à Sefa, ils le vivent au quotidien. À Sédhiou, aujourd'hui, j'affirme, et vous avez les moyens de vérifier, allez à Sédhiou, il y a 7000 demandeurs qui demandent à s'insérer, des jeunes qui sont revenus d'Europe. Bon, maintenant, c'est à nous de créer les conditions, de communiquer avec les jeunes, de montrer ces champions qui ont réussi, afin de les aider à s'insérer dans ces domaines. Des jeunes dont on parle peu, ce n'est pas pour rien qu'ils sont dans un corps qui s'appelle la Grande Muette. Ce sont ces jeunes soldats, 2100, qui vont partir en Arabie Saoudite pour aider, selon la version officielle, l'Arabie Saoudite à faire face à une rébellion au Yémen qui menace l'intégrité de son territoire. Que pensez-vous de cette polémique autour de la décision du chef de l'État d'envoyer 2100 soldats sénégalais? Merci Mamoudou. On nous cite en référence, vous notamment, la presse en particulier, nous cite en référence dans les grands débats les États-Unis, la France. Mais les États, ils prennent position en fonction de leurs intérêts. Et le président a eu à dire publiquement que la diplomatie sénégalaise réside sur 4 pieds. Nos relations avec la France, nos relations avec les États-Unis, avec le Maroc et l'Arabie Saoudite. Mais nous avons intérêt à y aller, de par le choix diplomatique que nous devons assumer. Ces relations ne datent pas du président Macky Sall. C'est des relations qui sont antérieures même au président Abdou Diouf. Il faut les assumer. Les États prennent position en fonction de leurs intérêts. Et ces intérêts-là sont conformes à nos valeurs et à nos mœurs.
Les chefs religieux le confirment. Mais pourquoi? Aller protéger les lieux saints de l'islam, c'est pas un argument un peu trop facile, tiré par les cheveux? Non, je pense que non, ça n'a jamais été le cas. Ce que vous dites, le gouvernement n'a jamais parlé de ça. Vous parlez d'intérêt, vous raisonnez en termes d'intérêt. Parce qu'on parle de diplomatie et on parle d'État. Et je dis, l'intérêt de l'État et de la nation est conforme à nos croyances, à nos valeurs et à nos mœurs. C'est pas un déphasage. Dans les autres pays, comme les États-Unis, lorsque la nation envoie ses soldats, il y a ce qu'on appelle l'unité qui se crée autour. L'opposition vous dit qu'il faut une concertation. Est-ce que le président n'aurait pas dû commencer peut-être par là, en consultant la classe politique, la société civile, sur un certain nombre de fondamentaux? Mais Mamadou, on est au Sénégal, et vous avez bien dit l'opposition, qui est dans son rôle, qui va tout critiquer. On a des experts en tout. Au sein du pouvoir, il y a quand même des voix qui s'élèvent en disant que l'armée n'a rien à faire en Arabie Saoudite. Vous savez, il n'est même pas prudent de discuter des choix stratégiques de sécurité d'une nation. Pourvu qu'il soit clairement décliné. Mais ça a été clair. Moi, je pense que le président même a bien communiqué. Il a informé l'Assemblée nationale et il n'était pas tenu de le faire. Mais donc, pour une fois, arrêtons de donner... La prise de parole peut ne pas concerner les gens qui sont susceptibles à tout, qui déforment tout et qui veulent se prononcer sur tout. C'est l'intérêt de la nation qui est en jeu, le positionnement, notre influence diplomatique dans le monde. Le président de la République a pris une décision. Je pense que la nation a besoin d'être solidaire à ces djambars-là qui y vont. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si le président fera 5 ans ou 7 ans de mandat. La polémique, elle est là. Le Parti socialiste, qui est votre allié au sein de Benno Bokk Yakaar, demande au président d'organiser un référendum avant la fin de 2015 pour mettre tous les candidats sur le même pied. Qu'est-ce que vous répondez à votre allié socialiste? Moi je pense que je ne considère même pas que ce sont nos alliés socialistes qui les disent. C'est différent d'un leader d'opinion qui fait partie des responsables du Parti socialiste. Mais comprenez constatez avec moi que le Parti socialiste est structuré. Le Parti socialiste a un secrétaire général qui s'appelle Ousmane Tanor Dieng. Le Parti socialiste a un bureau politique qui délibère et qui fait des communiqués. Le Parti socialiste a un porte-parole. Oui, ce porte-parole s'appelle Abdoulaye Wilane, on l'a bien entendu. Sur les ondes de la radio, on l'a lu dans la presse, il a parlé. Moi, j'ai l'habitude d'écouter mon ami Abdoulaye Wilane. Lorsqu'il communique pour son parti, il le dit clairement, le parti politique, le bureau politique du Parti socialiste a délibéré sur tel et tel. Vous êtes un bon porte-parole du PS finalement. Non, c'est pas le cas, mais c'est que je ne vois pas l'exercice que certaines personnes, certaines personnes nourrissent pour créer ces... Ils sont responsables. S'ils ne sont pas d'accord, je pense que ils prendront leurs responsabilités, ils communiqueront. Est-il envisageable d'organiser ce référendum avant fin 2015? Le président de la République l'a tranché. Il dit que c'est un débat qu'on va entamer en 2016. Pour le moment, concentrons-nous à réaliser les projets. Benno Bokk Yakaar continue à communiquer pour soutenir les actions du gouvernement et la vision du président de la République, parce que les partis sont autonomes, sont indépendants. Lorsqu'ils vont prendre position, ils prendront position. Et nous répondrons, nous aussi, en tant que politiques, aux leaders d'opinion et qui appartiennent à des partis politiques et qui prennent position, qui ne nous adhèrent pas. On va les répondre. Mais moi, mes propos ne peuvent pas engager l'Alliance pour la République. Donc, quand vous dites « j'appellerai à voter non à la réduction du mandat », ça n'engage que moi. Cela n'engage que vous. Oui. Vous maintenez cette position? Non, c'est pas une position. Non, vous savez. Ne faites pas de wah-wahed, non, je fais pas de wah-wahed, mais comprenez qu'il y a un statut. Aujourd'hui, c'est le sens de ces responsabilités-là. Lorsqu'on adhère dans la machine d'État, il y a ce qu'on appelle l'aptitude à la réserve. Aujourd'hui, je ne peux plus, moi, me permettre de dire certaines choses. C'est pour ça que je ne comprendrai pas que quelqu'un qui est réduit dans le même cadre que moi puisse avoir certaines libertés. C'est pour ça que le porte-parole de l'ALD, Moussa Sarr, a été viré de son poste de directeur de cabinet
mais par son ministre... De la ministre Khoudia Mbaye. Mais absolument, qui est dans le même parti que... Et si votre porte-parole aujourd'hui, Seydou Gueye, faisait une déclaration, mais peut-être on va le virer aussi? Non, peut-être il va subir les mêmes conséquences. Alors qu'il porte la parole d'un parti au pouvoir tous les jours, lorsqu'on est dans un groupe, on respecte les règles du jeu. On ne peut pas être dans l'appareil d'État et critiquer quand on a la possibilité de donner ses positions à l'intérieur. Et d'autant plus que la coalition soutient l'action du gouvernement. Mamba Igna, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit. On vous présente, vous êtes ministre, vous êtes membre de la paire, mais comme un proche de la famille présidentielle, le président de la République, la première dame, il paraît même que vous partagez avec eux le couscous du vendredi. Non, mais... Alors, qu'est-ce que vous répondez? C'est une anecdote. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez des critiques du genre: il faut que le président se garde de mêler sa famille dans la gestion des affaires de l'État? Mais c'est un débat qui est entretenu par les détracteurs du président, parce qu'ils le connaissent très bien. Combien de fois est-ce que le président a pris des positions contre des membres de sa famille qui ont eu à avoir des choses de temps en temps, moi, que je peux qualifier d'honnête et de sérieux, mais il prend position à leur détriment. Ça, mais on n'en parle pas. Pourtant, la personne à qui les gens font allusion, tout à l'heure... C'est qui la personne? On essaie de suivre votre regard. C'est qui? Son petit frère qui n'a jamais bénéficié d'un décret. C'est vous qui le dites, Aliou Sall. Oui. Après la mairie de Dakar, président de l'AMS, aujourd'hui président de l'Union des associations des élus locaux. À la mairie de Dakar, Mamadou. Dans votre propre camp, au sein du pouvoir, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut qu'on arrête Aliou Sall. Mais son grand frère ne peut pas être chef de l'État centralisé et lui chef de l'État décentralisé. Mamadou, quand même, on reconnaît que c'est des sujets qui sont alimentés par nos détracteurs. Mamadou, moi et Aliou Sall, on milite dans le même parti politique. Pour la mairie de Guédiawaye, moi, j'ai soutenu un autre candidat. Il a gagné régulièrement. Pourquoi est-ce que vous voulez bafouer le choix des populations de Guédiawaye qui l'ont choisi parmi tant d'autres? Moi, j'avais un autre candidat. Pour l'AMS... Et pour autant, vous n'êtes pas un détracteur de votre propre régime. Non. Quand Maodo Malick Mbaye dit qu'il est contre, il est quand même de votre camp. Il occupe même une direction. Mais c'est pour vous dire que donc, il ne bénéficie pas du soutien de la machine d'État. C'est les populations de Guédiawaye qui lui ont fait confiance. La famille présidentielle n'est pas envahissante? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'existe que dans la tête de nos détracteurs. Non, considérons l'autre personne à qui les gens font allusion, le ministre de l'Hydraulique. On dit qu'il est ministre. C'est vous qui le nommez encore. Oui. Le beau-frère du président. Mais disons... Mansour Faye. Moi, j'ai adhéré, on a créé l'Alliance pour la République ensemble. Je considère que même il s'est plus donné que moi, en termes de moyens, parce qu'il avait plus de moyens que moi, en termes de temps, en termes d'énergie. Pourquoi est-ce que moi, on ne critique pas le choix porté sur ma personne et qu'on veut critiquer le choix porté sur sa personne? Parce qu'il est le beau-frère du président. Au moment où il se battait, les autres, ils n'étaient pas là. Soyons justes. Les choses ne se passent pas telles qu'on le dit. Ça n'existe que dans la tête des gens qui ont décidé de manière arbitraire de soustraire des informations, de diffuser des informations et de les entretenir. Maintenant, à nous la responsabilité d'apporter les ripostes appropriées. Est-ce qu'on le fait? Je pense qu'on ne le fait pas bien parce qu'ils parviennent à diffuser ces... Mais je suis convaincu. Encore une fois, je le dis et je le répète. Le Sénégalais lambda qui comprend, les populations de Guédiawaye qui sont pratiquement touchées décideront d'eux-mêmes parce que ce sont des choix qui relèvent de leur choix. La balle est donc dans le camp des Sénégalais. C'est une belle chute. Mamba Igna, merci d'être venu à l'invité du 20h de TFM. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah. Chérif Diop qui piaffe d'impatience. C'est à toi, Chérif. Bonsoir.